de nuages stellaires. Mais comme je vous le disais, dans cette nébuleuse présolaire, il y a eu des petits cailloux qui se sont formés et qui tombent encore aujourd'hui sur Terre. Et donc on a des bouts de la nébuleuse présolaire qui arrivent aujourd'hui, avec leur âge de 4,5 milliards d'années. Ce sont ces chondrites, ces fameuses chondrites carbonées. Alors notamment la fameuse météorite Allende, qui est tombée en fait en 1969 près d'un petit village du Mexique qui s'appelait Pueblito de Allende. Donc une météorite pierreuse de quelques tonnes qui s'est fragmentée en des milliers de petits bouts qui sont essaimés dans les champs, typiquement de petits fragments. On voit bien que c'est une météorite à globules, à condres, et lorsque donc, des bouts de cette météorite ont été amenés au laboratoire d'analyse minéralogique, il a bel et bien été confirmé qu'il s'agissait donc d'une météorite formée dans la nébuleuse présolaire. Et comme dans les inclusions cristallines, il y a des isotopes radioactifs, et bien vous savez qu'avec la radioactivité, on peut dater les objets, on peut dater les roches. Et donc, en combinant cette chronométrie de la météorite Allende avec d'autres météorites de même nature et d'autres chronomètres pour l'histoire de la Terre, on arrive à cet âge assez précis du système solaire, qui, comme vous le savez, de 4,566 milliards d'années. Alors, comme tout acte de naissance qui se respecte à la mairie, on a la date de naissance, mais on a en principe le nom des parents. Et bien, d'une certaine façon, on a aussi l'identité, d'une certaine façon, des géniteurs de notre système solaire, parce que dans ces globules, dans ces condres, on trouve également des isotopes radioactifs d'une nature très spéciale et dans des proportions très particulières. Ce sont essentiellement des isotopes du magnésium et de l'aluminium, qui ont été produits, comme l'indiquent les modèles théoriques, par en fait l'explosion de la supernova a non seulement libéré une onde de choc gazeuse, mais également des rayons cosmiques, puis des rayons cosmiques. Et c'est l'interaction des rayons cosmiques à grande vitesse avec les grains de poussière interstellaire qui modifient leur composition isotopique, et c'est prouvé dans la météorite Allende. Donc on a aussi la confirmation probable, confirmation, je dois être prudent, l'hypothèse donc devient de plus en plus probable que notre système solaire a bel et bien été déclenché par la mort d'une étoile il y a 5 milliards d'années. Parmi les météorites, certaines sont particulièrement intéressantes, ces chondrites carbonées, notamment une météorite qui est tombée en France, la météorite d'Orgueil en 1854, et une tombée en Australie, la météorite de Murchison. Les vues de droite sont des analyses au microscope électronique qui montrent des microstructures qui ne sont pas des microfossiles bien entendu, mais en revanche ce sont les bases en fait de la vie, puisque beaucoup d'acides aminés sont trouvés dans ces météorites. Donc les premiers acides aminés à avoir été trouvés, c'était dans la météorite d'Orgueil. Ils ont été évidemment identifiés bien plus tard, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas les acides aminés. Et dans la météorite de Murchison, qui est tombée en 1969 en Australie, on a trouvé 92 acides aminés différents, dont 19 sont connus sur Terre. Avec, je ne développerai pas, hein, mais éventuellement dans les questions, je mentionne juste que l'une des choses très intéressantes trouvées dans Murchison, c'est qu'il y avait un excès d'acides aminés lévogyres par rapport aux dextrogyres. C'est quelque chose de plutôt inattendu. Les météorites lunaires, comme je vous l'ai dit, la Lune criblée de cratères, donc avec une vitesse de libération faible à cause de la faible champ de pesanteur de la Lune, il y a des morceaux qui peuvent être arrachés à la Lune. Donc on a des lunarites, des pareils pour Mars également, donc des impacts assez violents, ceux-là. Sont capables d'arracher des pierres à Mars, et donc on a des météorites qui nous viennent de Mars, et la première à avoir été identifiée comme telle, et sur une météorite tombée en France également, puisque la France a été un petit dans le point de départ de la science des météorites, la météorite donc de Chassigny. Alors vous allez me dire comment on fait pour savoir que les météorites sont de Mars. Au passage, je signale tout de même, il y a peut-être parmi vous des collectionneurs de météorites, vous savez qu'on peut acheter des météorites dans le commerce. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai un bout également de la météorite Allende. Hein. Voilà, ce petit bout qui paraît insignifiant, mais qui nous raconte cette histoire extraordinaire de la naissance du système solaire avec les inclusions cristallines que l'on voit dans la partie précise. En revanche, je n'ai pas de météorite martienne. Et c'est très simple à comprendre, parce que sur le marché, la météorite martienne, c'est la denrée la plus chère du monde, quasiment. Ça se négocie jusqu'à 10 000 $ le gramme. Et il y a des météorites de plusieurs kilogrammes qui tombent. Donc il y a des chasseurs de météorites privés qui trouvent des météorites martiennes. Et après les avoir fait authentifier au laboratoire, ils les coupent en petits morceaux et ils font fortune. Alors, comment on authentifie une météorite d'origine martienne? Essentiellement, toujours pareil, par une classification par les isotopes
de l'oxygène. Et on voit que les isotopes 17 et 18 de l'oxygène, que s'il s'agisse des roches terrestres lunaires ou des astéroïdes, des météorites du type Vesta ou des météorites martiennes, occupent donc des zones très particulières, ce qui permet donc d'identifier. Voilà. Les comètes, évidemment, je parle des astéroïdes, mais vous savez que pendant longtemps, on faisait une grosse distinction entre les comètes et les astéroïdes, puis aujourd'hui, on commence à soupçonner que finalement, par exemple, il y a certains astéroïdes qui peuvent être des noyaux de comètes un petit peu usés, qui ont perdu leur glace. Et puis vous savez que dans le système solaire, il n'y a pas seulement la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Au-delà de Neptune, il s'appelle la ceinture de Kuiper, qui présente à la fois des petits corps glacés, qui sont des astéroïdes glacés, et puis des comètes. Beaucoup de comètes de courte période viennent de la ceinture de Kuiper, puis au-delà, donc le nuage de Oort. Donc les choses sont un petit peu plus compliquées. Mais évidemment, une comète bien glacée est beaucoup plus spectaculaire, évidemment, puisque donc elle dégaze à proximité du Soleil, comme vous le savez. Et les météorites qui croisent l'orbite terrestre laissent dans leur passage, comme vous le savez, des milliers de petits grains, des essaims météoritiques, comme on les appelle, et la Terre entre en interaction au cours de l'année, annuellement, et c'est pour ça qu'on a ces fameuses pluies spécifiques de météorites. À certaines époques de l'année, on a des pluies plus importantes que d'autres, les léonides, etc., les perséides, etc. Et ce sont donc en fait ces micro-météorites laissées par des comètes qui entrent en interaction avec l'atmosphère supérieure de la Terre, environ 80 km d'altitude. Le petit grain est chauffé à 1300 degrés et on voit la traînée d'ionisation dans l'atmosphère essentiellement. Voilà. Alors, il y a eu une chute de Léonide particulièrement spectaculaire en 1833 aux États-Unis parce que la comète responsable de ça, qui était une comète bien connue, la comète de Tempel-Tuttle, était passée peu de temps auparavant, donc il y avait beaucoup de grains météoritiques, et ça a été extraordinairement spectaculaire, comme le montrent toutes ces gravures de l'époque. Et donc évidemment, à l'époque, on ignorait encore la véritable origine de ces étoiles filantes, donc beaucoup de gens ont cru que c'était l'apocalypse qui arrivait. Bon, on arrive sur le sujet principal, donc l'impactisme, avec cette vue d'artiste bien connue que l'on trouve facilement sur Internet. Je vous disais que la Terre donc, recevait en moyenne 100 000 tonnes par an, essentiellement sous forme de micrométéorites. Vous imaginez qu'intégré dans le passé, il y a eu forcément des événements plus violents et des météorites plus grosses. Alors l'impact le plus violent que la Terre ait jamais connu dans son histoire, on pense aujourd'hui que c'est celui qui a précédé à la formation de notre Lune. Voilà, donc on s'est longtemps interrogé évidemment sur le processus de formation de la Lune. S'était-elle formée par accrétion de grains comme les autres planètes, ou par d'autres processus. Et donc, il se trouve que les caractéristiques particulières de la Lune, notamment le fait qu'elle ne présente pas de champ magnétique, et qu'elle ne présente pas donc, de cœur de fer et de nickel, comme la plupart des autres planètes qui se sont formées par différenciation, a suggéré une origine diverse, et l'hypothèse de la collision a été avancée et confirmée par beaucoup, à la fois des analyses des pierres lunaires, notamment ramenées par les missions Apollo, et puis des simulations numériques. Donc, un corps, tout au début de l'histoire du système solaire, un corps vagabond, peut-être de la taille de Mars, une petite planète, aurait frappé la Terre, et il aurait arraché l'écorce terrestre, et puis donc une partie des débris aurait été éjectée, une autre partie se serait réamalgamée pour former notre Lune, ce qui explique donc les caractéristiques de notre Lune qui se serait formée donc, tout au début de l'histoire du système solaire. Après, il y a eu, pendant à peu près les 500 ou 600 premiers millions d'années de l'histoire de la jeune Terre, un véritable déluge, comme le suggère cette vue d'artiste, un déluge de comètes et d'astéroïdes sur la jeune Terre. Alors, l'intérêt de ces chutes, c'est qu'il y a eu un apport extraordinaire de matière extraterrestre, et comme je vous ai dit que dans les comètes et les astéroïdes, il y a des éléments chimiques intéressants, il y a des composés organiques, il y a même des acides aminés, il y a beaucoup d'eau dans les comètes. Donc en fait, il y a eu un apport extraordinaire en matière carbonée dès le début de l'histoire de la Terre. Et certains vont jusqu'à dire que c'est peut-être grâce à ces chutes initiales, et cet apport extraterrestre initial, que la vie après a pu démarrer sur Terre. Bon, on n'a peut-être pas besoin nécessairement de ces chutes-là, mais ça a joué un rôle. D'autant que des travaux relativement récents, qui ont 2 ou 3 ans, qui ont été faits par des équipes françaises, ont essayé donc de reconstituer les premiers temps de la formation du système solaire. On met le temps zéro arbitrairement au moment de la contraction de la nébuleuse présolaire. Donc à peu près 30 millions d'années de croissance des petits corps pour former les planètes. La formation de la Lune au bout d'une trentaine de millions d'années.
une relative accalmie, et puis une autre époque de déluge, et ce qui est appelé vernis tardif, c'est essentiellement l'eau. Et donc, des analyses isotopiques très précises suggèrent que toute l'eau terrestre vient du ciel, vient de ces chutes de comètes initiales, toute l'eau terrestre. Bien. Alors donc, cette idée d'impact est évidemment connue et intégrée depuis longtemps, sauf que finalement, le risque semblait soit éloigné dans le passé très lointain ou éloigné dans l'espace. Et puis, ça a commencé à se rapprocher avec, vous vous en souvenez sans doute, sauf les très très jeunes d'entre vous, avec la comète de Schumacher-Levy qui, en 1994, a été capturée en passant près de Jupiter, a été capturée par Jupiter, a été cassée en 17 blocs, 17 morceaux, de quelques centaines jusqu'à 1 kilomètre de diamètre, et on a assisté en direct quasiment à la chute progressive de ces 17 morceaux. C'était visible avec un petit télescope d'amateur, c'était absolument spectaculaire.